Londres, 1858. De la Tamise émanent des odeurs putrides. Les toilettes, quant à elles, débordent et les médecins se lavent à peine les mains. Pourtant, c'est le siècle de la reine Victoria et de la civilisation. Il faut dire que dans l'Angleterre victorienne, se laver n'est ni une évidence, ni un plaisir quotidien. C'est un acte rare, souvent pénible et toujours révélateur de son rang social. Ainsi, chez les riches, on installe parfois une baignoire en cuivre ou en étain, posée non pas dans une salle d'eau dédiée, mais dans la chambre à coucher ou même dans le salon, le temps de l'usage. Le bain devient un événement logistique. On fait chauffer l'eau dans de grandes cuves au charbon et plusieurs domestiques s'emploient à remplir la cuve avec des seaux brûlants. Il faut compter plus d'une heure pour atteindre un niveau acceptable et l'eau bien sûr n'est pas changée entre les étapes du lavage, du rinçage, puis parfois d'un bain parfumé. Cette opération est réservée au dimanche ou aux jours de grande chaleur. Il n'est pas rare qu'on se baigne qu'une fois par semaine, parfois moins, et qu'on considère cela comme largement suffisant pour une personne bien née. Ce n'est qu'à la toute fin du siècle que la salle de bain moderne commence à faire timidement son apparition dans certaines maisons bourgeoises londoniennes, avec robinetterie et évacuation intégrée. Mais même alors, ce privilège reste rare. En 1900, seuls 4% des habitations britanniques sont équipées d'une salle de bain privée. Certains domestiques privilégiés ont parfois accès à une petite baignoire portative en zinc ou en bois qu'on cache dans un placard sous l'escalier. Elle est sortie une fois par semaine, placée devant un feu de cheminée et remplie à moitié. L'eau est tiède, l'intimité précaire, mais c'est parfois mieux que rien. Pour les autres, ce sont des lavabos collectifs au sous-sol ou une éponge froide dans un seau. La médecine victorienne, influencée par la médecine grecque ancienne, recommande parfois le bain, non pas pour la propreté, mais pour l'équilibre nerveux. On parle alors de bain thérapeutique, prescrit aux femmes sujettes à l'hystérie ou aux hommes souffrant de mélancolie. Mais ces bains sont courts, tièdes et doivent être pris sous surveillance médicale. Un bain trop chaud ou trop fréquent est suspect. On pense qu'il excite les nerfs ou affaiblit la volonté. L'eau en excès peut nuire à la vigueur. En bas de l'échelle sociale, la réalité est tout autre. Pour les familles ouvrières, la salle de bain n'existe pas. La toilette se fait dans une bassine en métal, posée dans la cuisine ou la cour, et chacun y va à tour de rôle, dans la même eau. La toilette complète est rare, on privilégie ce que l'on appelle la toilette de chat, une éponge trempée dans l'eau tiède, qu'on passe rapidement sur les parties visibles, le visage, les mains, parfois les aisselles. Le reste attendra. À partir de 1842, des public baths sont ouverts à Londres pour offrir un accès aux bains aux plus pauvres. Ces bains collectifs sont organisés par sexe, surveillés et facturés quelques pence. Un prix tout de même difficile à assumer pour une famille nombreuse. Il faut souvent marcher longtemps pour y accéder, parfois faire la queue des heures. Une fois dedans, les cuves sont étroites, l'eau souvent tiède et peu renouvelée. Malgré tout, ces bains publics représentent un progrès hygiénique majeur pour les classes laborieuses. Dans les campagnes, on continue à se laver dans les rivières ou à se verser de l'eau sur la tête à l'aide d'un broc. L'hiver, on se passe simplement d'eau, se contentant de changer de chemise quand on en a une deuxième. Dans les familles nombreuses, on optimise. Les enfants sont lavés à la suite dans la même bassine, toujours du plus propre au plus sale. Le premier, souvent la fille aînée, profite d'une eau claire et tiède. Le dernier, souvent un garçon turbulent, hérite d'un bain devenu gris, froid, parfois avec des traces de savon usagé et de saleté flottante. Cette pratique était tellement courante qu'elle est mentionnée dans certains journaux hygiénistes comme un mal nécessaire de la pauvreté urbaine. Le savon lui-même mérite un détour. On l'utilise avec parcimonie. Les plus riches ont accès à des savons parfumés, parfois importés de France, à base de graisse animale raffinée. Les classes moyennes et pauvres utilisent un savon brun fait de suif, de fiel de bœuf ou de cendre. L'odeur est âcre. Il mousse peu et racle la peau. Mais dans une société obsédée par les miasmes, l'odeur du savon devient paradoxalement un signe de respectabilité. Pour beaucoup, se laver tout entier reste rare, mais on entretient les pieds. Le foot bath, ou bain de pied, est courant dans les familles de la classe moyenne. Une bassine d'eau tiède, du vinaigre ou quelques gouttes d'huile parfumée et on laisse tremper ses pieds après une journée de marche dans la ville. C'est un moment de soulagement, souvent le seul acte de soin corporel de la semaine. Car ce n'est pas tant la saleté qui inquiète. En effet, on pense que les odeurs mauvaises propagent les maladies. Alors, on se parfume, on brûle de l'encens, on frotte les aisselles avec du vinaigre ou de l'alcool camphré.
On vaporise du citron, on frotte les pieds avec du charbon, on glisse de la lavande dans les poches ou les corsages. On se parfume le linge plutôt que le corps. L'essentiel est de masquer la puanteur, pas de l'éliminer. À la fin du 19e siècle, les médecins commencent à recommander des bains réguliers. On parle d'hygiène corporelle comme d'un devoir civique, mais les infrastructures ne suivent pas. Et pour des millions de familles, le bain reste un rituel rare, coûteux et profondément inégalitaire. Dans l'Angleterre victorienne, les cheveux des femmes étaient souvent longs, symbole de santé, de moralité et de pureté. La société valorise les chevelures abondantes, soigneusement disciplinées, mais les apparences sont trompeuses. En réalité, les cheveux sont rarement lavés. Une toilette capillaire fréquente est jugée nuisible. Le savon, très alcalin, assèche les fibres, provoque des irritations et abîme les pointes. Pour les chevelures descendant jusqu'à la taille, ce qui est assez fréquent chez les jeunes filles, le risque est encore plus grand. Les guides de toilette féminines recommandent donc de ne laver ses cheveux qu'1 à 2 fois par mois au maximum. Pour les cheveux gras, une exception, 1 fois tous les 15 jours. Pour les autres, on privilégie un entretien par friction sèche à la brosse. Chaque matin et chaque soir, on procède à un brossage méticuleux. Le manuel de bonne conduite suggère 100 coups de brosse par session afin de répartir le sébum du cuir chevelu jusqu'aux pointes. Le brossage sert autant à l'hygiène qu'au maintien esthétique. Le sébum protège, fait briller et remplace les huiles modernes. Ce geste est essentiel pour garder des cheveux lisses, ordonnés et sains, en apparence tout du moins. Dans les foyers aisés, les domestiques sont responsables de cette opération. Chaque matin, la dame s'assoit à sa coiffeuse. La femme de chambre la brosse patiemment pendant 45 minutes à 1 heure, parfois davantage si la chevelure est épaisse ou emmêlée. Il faut alors démêler avec soin, éviter les nœuds, retirer la poussière et parfois des poux. Car les infestations sont fréquentes, même chez les riches. On emploie des peignes à dents fines, parfois enduits de vinaigre pour éliminer les lentes. Les journaux hygiénistes recommandent d'effectuer cette opération au moins 1 fois par semaine. Les classes populaires, elles, n'ont souvent ni le temps ni les outils. On se partage les peignes, rarement nettoyés, et les parasites se transmettent facilement entre enfants, couples ou locataires. Dans certains quartiers de Londres, des affiches alertent sur la propagation des poux comme menace sanitaire, au même titre que la gale. Pour celles qui souhaitent laver réellement leur chevelure, les options sont peu engageantes. Les shampoings vendus en pharmacie sont composés de rhum, d'ammoniac carbonaté, de vinaigre, parfois d'extrait de cantharide, une substance hautement irritante. Diluée dans l'eau tiède, ces mélanges piquent les yeux, brûlent les muqueuses et dessèchent le cuir chevelu. Le shampoing est donc réservé aux cas extrêmes, croûte, pellicule sévère ou odeur désagréable. Certaines formules ajoutent de la glycérine ou du miel pour tenter de réhydrater, mais les résultats restent discutables. Les toniques capillaires sont également en vogue. On les vend sous forme de fioles en verre brun, portant des noms évocateurs comme élixir de croissance ou essence vivifiante pour chevelure féminine. À l'intérieur, un mélange de rhum brun, de vinaigre de cidre, parfois même d'urine de vache, de soufre ou de poudre de quinquina. On l'applique par massage vigoureux sur le cuir chevelu. Le picotement est censé activer la circulation et stimuler la repousse. Les coiffeurs pour dames, très en vogue dans les quartiers chics de Londres, proposent des soins capillaires avec serviettes chaudes, décoctions végétales et massages aux huiles essentielles. Mais dans les faits, peu de ces recettes ont un effet durable. Certaines provoquent même des brûlures ou des allergies. Du côté des hommes, l'entretien des cheveux est plus sobre. Les cheveux sont courts, souvent peignés à la brillantine, un mélange de cire et d'huile parfumée. Et pour ceux qui perdent leurs cheveux, on vend toutes sortes de lotions miracles, parfois extraites de foie de morue, parfois de graisse de porc, censées repousser la calvitie. Bien évidemment sans succès. La chute des cheveux reste un sujet de honte et certains riches optent pour des postiches. Les femmes aussi recourent aux postiches, très populaires au 19e siècle. On porte des faux chignons, des nattes rapportées, des rouleaux de cheveux pour donner du volume aux coiffures. Ces mèches peuvent être faites de vrais cheveux humains, achetés à des femmes pauvres qui les vendent contre quelques shillings ou de crins d'animaux teints. Ces rajouts sont attachés avec des peignes en os, des fils métalliques ou de la cire. Mais si l'entretien est négligé, ils deviennent un nid à saleté, à poussière et aux parasites. Certaines superstitions circulent autour des cheveux. Couper la chevelure d'une femme mariée est parfois considéré comme un affront. On dit aussi
que brûler ses propres cheveux empêche qu'un ennemi en fasse usage dans un rituel de sorcellerie. Dans les classes populaires, on garde parfois les mèches de l'enfant mort dans un médaillon. Dans les classes bourgeoises, on confectionne des bijoux funéraires avec les cheveux d'un proche disparu. Des broches, des colliers ou des cadres décoratifs. L'entretien de ces objets, bien que domestiques, relève aussi de l'hygiène. Dans l'Angleterre victorienne, l'hygiène buccale est un défi permanent. Le dentifrice moderne n'existe pas. On se nettoie plutôt avec des poudres abrasives maison, composées de craie pilée, de sel, de charbon, de suie ou même de coquilles d'huîtres réduites en poudre. Ces mélanges sont parfois combinés avec du savon râpé, du vinaigre ou de la cire de myrrhe, et ce pour adoucir l'effet. Le brossage, quand il existe, se fait avec un doigt ou un chiffon roulé, gommant doucement les dents sans réel frottement. C'est un geste symbolique, rarement systématique. Pour beaucoup, c'est une pratique du dimanche, au même titre que le rasage ou le changement de chemise. Chez les classes aisées, on accède à des poudres plus sophistiquées, à base de craie précipitée, de savon doux, de racines d'iris, de clous de girofle ou encore d'arômes de rose, d'ambre ou de menthe. Ces mixtures sont vendues en petites boîtes décorées, parfois gravées au nom de la dame. On les applique à l'aide de brosses à dents faites de poils de porc, fixés à des manches en os, ivoire ou bois. Ces objets, parfois offerts en cadeau, deviennent des accessoires de coquetterie. À Londres, dans les années 1840, les premières brosses à dents produites en série apparaissent dans les quartiers du Strand, avec des modèles à 3 rangées de poils. C'est une avancée, mais réservée aux bourgeois, soucieux d'hygiène ou d'apparence. Pour les pauvres, pas de brosse. On utilise les doigts, des tissus, voire des morceaux de bois effilochés. Le brossage est rare et les soins quasi inexistants. L'alimentation déjà très sucrée aggrave la situation. Le thé, les confitures, les pâtisseries, les sirops, tout colle aux dents. La laine devient vite un problème social. Pour la masquer, on mâche des graines d'anis, de carvi ou de fenouil enrobées de sucre appelées comfits. Ces douceurs odorantes propagent l'illusion d'une bouche saine pendant quelques minutes. Mais l'illusion ne dure pas. Quand une dent devient trop douloureuse, il ne reste qu'une option, l'extraction. Avant les années 1840, cette opération est menée à vif, sans anesthésie ni désinfection. Le dentiste, ou souvent le barbier chirurgien, emploie des pinces rudimentaires, des crochets ou bien des tournevis dentaires. Le patient est maintenu par des assistants, la dent est arrachée en un geste brutal. Le craquement sec est suivi d'un saignement abondant, parfois d'un évanouissement. Rien n'est stérile, les outils sont réutilisés, posés sur une table en bois, simplement essuyés entre 2 patients. Pour les plus malchanceux, l'infection s'installe, abcès, fièvre ou encore septicémie. Certains meurent de ce qui aurait pu être une simple carie. Même après l'arrivée de l'éther, puis du protoxyde d'azote dans les années 1840-1850, peu de praticiens l'utilisent, faute de formation ou de moyens. Dans les rues de Londres, on voit encore des charlatans arracher des dents en public sur des tréteaux entre 2 numéros de théâtre de rue. Ce marché de la douleur en alimente un autre, plus discret, celui des prothèses. À la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, un mode étrange se répand, les dentiers faits de vraies dents humaines. Après la bataille de Waterloo en 1815, des milliers de cadavres gisent sur le champ de bataille. Des pilleurs de cadavres en extraient les dents et les vendent à des intermédiaires. Ces Waterloo Teeth, ainsi surnommés, sont triés, blanchis et intégrés dans des dentiers pour les classes aisées. On valorise leur fraîcheur, leur blancheur et leur solidité. Ce marché noir prospère jusqu'aux années 1840, lorsque les progrès techniques permettent de nouvelles alternatives. Vers 1850, un nouveau matériau fait son apparition, la vulcanite, un caoutchouc durci, bon marché, plus malléable que l'ivoire. Les dentiers deviennent plus accessibles. On y fixe des dents en porcelaine, en os ou en ivoire sculpté. Mais le confort reste relatif. Beaucoup sont trop grands, provoquent des douleurs, des infections ou bien tombent en pleine conversation. On les porte quand on sort, on les enlève chez soi. Les faux sourires deviennent une habitude, certains préfèrent garder la bouche fermée ou ne plus rire du tout. La peur de la mauvaise haleine, elle, demeure. En société, on évite ainsi de parler de trop près et on tourne légèrement la tête. Les médecins recommandent de se rincer la bouche avec de l'eau salée ou du vinaigre dilué. D'autres prescrivent des décoctions à base de thym, de menthe ou de lavande. Mais tout cela reste marginal, réservé à ceux qui peuvent payer une consultation.
Dans les campagnes, la situation est souvent pire. On arrache les dents avec des tenailles de forgeron, on cautérise la gencive avec une lame chauffée au feu. Certains herboristes proposent des cataplasmes à base de cendres, de salpêtre ou bien de graisse animale, et ce pour soulager la douleur. Les enfants perdent leurs premières dents dans l'indifférence générale. Les vieillards finissent édentés, se nourrissant de soupe et de pain mouillé. Dans les hôpitaux de charité, les chirurgiens dentistes en formation pratiquent sur les pauvres. Le prix à payer est la douleur. En échange d'une extraction gratuite, les patients servent de cobayes. Pas d'anesthésie, pas de consentement. On note les effets, les complications et les résistances. Certains fuient ces établissements dès les premiers cris entendus dans la salle voisine. Au final, dans l'Angleterre victorienne, avoir mal aux dents n'est pas une chose rare. On vit souvent avec la douleur, avec la gêne et avec l'odeur, tout du moins jusqu'à ce que la dent tombe ou qu'on vous l'arrache. Dans l'Angleterre victorienne, l'hygiène féminine est un territoire de contraintes imposées autant par la mode que par les tabous. Les corsets serrés, essentiels à la silhouette idéale, sont rarement lavés et sont en tissu épais, renforcés de baleine, de métal ou de côte d'ivoire, souvent portés plus d'un jour sans être détachés. Les femmes y glissent un jupon ou une chemisette en coton pour protéger la peau et éviter que la transpiration et l'huile corporelle ne tachent le corset. Mais même ces sous-couches ne sont pas lavées fréquemment. Leur entretien coûteux et complexe, entre rigidité du tissu et risque de rouille des baleines, incite les femmes à les porter plusieurs jours de suite. Le port prolongé du corset, rendu possible grâce aux nouvelles baleines métalliques et aux œillets renforcés dès 1827, comprime les côtes, rétracte les organes internes, gêne la respiration, peut provoquer étourdissement, vertige, voire évanouissement en cas de serrage extrême. Les médecins évoquent ces symptômes comme des conséquences directes du maintien prolongé du corset serré, surtout chez les jeunes filles ou les domestiques qui cherchent à imiter les normes de beauté bourgeoise. Porter un corset trop ajusté n'était pas seulement un sacrifice esthétique, cela pouvait devenir un facteur d'absentéisme féminin dans les usines ou d'évanouissement lors des bals. Dans certaines maisons, les mères entraînaient leurs filles dès l'âge de 8 ou 9 ans au port progressif du corset. Pendant la menstruation, l'hygiène devient encore plus problématique. Les culottes fendues, portées sous plusieurs jupons, permettent d'uriner sans retirer tous les vêtements. Mais pour le flux menstruel, l'ère victorienne ne connaît pas encore de protection hygiénique moderne. Les femmes utilisent des bandages en tissu ou bien des serviettes improvisées, bien souvent des chiffons pliés, souvent maintenus avec des rubans ou des ceintures. Elles changent plusieurs fois par jour selon l'abondance. Dans les années 1850, certains médecins américains recommandent l'usage d'un T-bandage, une bande de tissu nouée autour des hanches pour maintenir un tampon de tissu absorbant, mais la pratique reste rare en Angleterre. Dans les milieux les plus modestes, faute de savon ou d'eau courante, certaines femmes utilisaient de l'urine, riche en ammoniac, et ce pour tremper leur protection en tissu ou désinfecter une serviette avant de la rincer. Une pratique marginale, souvent transmise par nécessité, mais héritée d'usages plus anciens. Quant aux bains menstruels, on les évite au maximum, et ce pour ne pas affaiblir l'utérus, car pour beaucoup, le cycle menstruel est vécu comme un fardeau honteux à cacher avec minutie. L'hygiène menstruelle est donc discrète, insuffisante. L'odeur et les taches restent un souci social. Pour masquer l'odeur du sang, on glisse dans le corset, entre les baleines, un petit sachet parfumé, souvent à base de musc, camphre ou lavande. Ce parfum cache la réalité psychologique du sang, tout en alimentant la peur de l'utérus malpropre. Dans les classes populaires, l'odeur des menstruations est un enjeu de discrétion. On confectionne des petits sachets parfumés à placer dans les vêtements, où l'on imbibe les protections de vinaigre, d'eau de rose, parfois de citron. Une précaution surtout utile dans des logements exigus, souvent partagés avec plusieurs générations. Dans le corpus médical victorien, l'hystérie est une pathologie courante, attribuée aux femmes. Ce diagnostic dérive du grec ancien hystérikon, c'est-à-dire utérus, et l'on pense alors que cet organe mal lavé, stagnant, cause des symptômes variés, comme par exemple la mélancolie, l'irritabilité, les troubles sexuels, les vertiges ou encore les hallucinations. Les médecins prescrivent diverses techniques pour purifier l'utérus, comme des gargarismes, des douches vaginales, des lavements ou bien encore des massages génitaux censés faire parvenir la patiente à un paroxysme hystérique. Certains récits rapportent que face à la fatigue des médecins chargés de ce geste, des appareils mécaniques ont été mis au point, les premiers vibrateurs. Le plus célèbre est celui du docteur Joseph Mortimer Granville, inventé en 1883.
Toutefois, il est crucial de préciser que Granville affirmait n'avoir jamais utilisé sa machine sur des patientes féminines, mais sur des hommes souffrant de névralgie. L'image du vibrateur thérapeutique pour soigner l'hystérie féminine est donc sujette à débat. Certains historiens la soutiennent, d'autres la réfutent, faute de preuves directes. Ce qui est certain, c'est que l'hystérie sert de fourre-tout médical pour justifier les troubles émotionnels et physiologiques des femmes dans une société où leurs paroles restent marginalisées. Dans les cabinets médicaux, certaines patientes reçoivent néanmoins des stimulations manuelles prolongées jusqu'à provoquer ce fameux paroxysme. Ce rituel long et épuisant pour le praticien serait à l'origine de la demande pour des instruments mécaniques. Mais aucun témoignage crédible ne confirme un usage systématique de ces machines sur des femmes. Dans les asiles féminins, on utilise également des bains, des douches froides et des purges, censés calmer le désordre interne de l'utérus. Le lavage des sous-vêtements reste une tâche fastidieuse. Les chemises, culottes fendues et jupons en coton sont lavés à la main, à l'eau froide, rarement plus d'une fois par semaine. Certaines femmes portent la même culotte de nuit plusieurs jours en alternant les couches, et ce pour réduire la fréquence des lessives. Dans les ménages pauvres, il n'est pas rare qu'une serviette en tissu soit utilisée pendant plusieurs cycles, simplement rincée entre-temps. Le port du corset influe également sur la régularité menstruelle. Certains médecins constatent que les femmes qui lassent trop serré souffrent parfois d'aménorrhée mécanique, c'est-à-dire d'absence de règles due à une compression excessive, ou bien encore développent des complications plus graves, comme des douleurs abdominales, des accumulations du flux ou encore des infections. Dès les années 1880, quelques voix s'élèvent pour dénoncer ces conséquences. Des réformistes féminines du vêtement comme Lady Aberton ou Amelia Bloomer prônent des corsets plus souples, à baleines flexibles ou élastiques. Mais ces modèles dits rationnels restent minoritaires jusqu'au début du XXe siècle. Dans l'Angleterre victorienne, l'enfance n'a rien d'un âge d'or. Si la reine Victoria, elle-même mère de 9 enfants, prône une certaine attention maternelle, les conditions d'hygiène dans la majorité des foyers, surtout ouvriers ou pauvres, sont rudimentaires, voire inexistantes. Dès la naissance, les nourrissons sont lavés à la va-vite, souvent dans une cuvette d'eau tiède, déjà utilisée pour la toilette d'un adulte, parfois même d'un frère ou d'une sœur. L'eau est précieuse, rarement renouvelée entre les membres de la famille, et l'idée d'un bain personnel pour un bébé relève du luxe. Dans les foyers modestes de Manchester, Liverpool ou des quartiers ouvriers de Londres, on recense souvent une seule bassine pour toute la maisonnée, et le dernier lavé est le plus sale ou le plus petit. Les langes, eux, sont rarement changés. Fabriqués à partir de draps recyclés, de morceaux de tissu ou de torchons, ils sont épais, difficiles à laver et souvent enroulés directement sur la peau nue du nourrisson. Dans les familles nombreuses, un même lange peut servir une journée entière, voire plusieurs. Les mères, souvent épuisées ou accaparées par le travail domestique ou ouvrier, reportent le changement de linge à la fin de la journée. Parfois, pour les bébés emmaillotés, le linge reste en place toute une semaine. Ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome du bébé emmailloté décrit en fait un état de macération constante, d'érythème grave, de dermite ou de rougeur purulente sur les fesses, les cuisses et l'aine. Les archives médicales rapportent des cas où l'urine, le sang et les excréments forment une croûte au moment du retrait du tissu. Les maladies de peau ne tardent pas. Les poux, omniprésents, sont parfois considérés comme inévitables. Certains enfants sont rasés dès la première infestation, d'autres reçoivent des lavages au savon noir ou à l'eau bouillie. Pour les cas les plus tenaces, des familles appliquent sur le cuir chevelu de la chaux vive diluée, un produit caustique censé tuer les parasites, mais qui provoque aussi des brûlures. Le traitement à la naphtaline ou même à l'arsenic en lotion est également rapporté dans les registres hospitaliers, malgré ses effets secondaires parfois graves. Pour la gale, maladie de la misère s'il en est, les mains et les poignets des enfants sont enduits de graisse animale, mêlée de soufre ou de goudron. Mais c'est l'alimentation et l'eau qui posent les dangers les plus fréquents. Le lait est frelaté, coupé avec de l'eau croupie ou souillée. Les commissions parlementaires de santé publique dénoncent, dès les années 1850, l'usage d'eau de canal ou de rivières polluées pour allonger le lait afin de vendre plus de volume. L'ajout de craie de farine, voire de plâtre, dans le lait des nourrissons est documenté. Résultat, diarrhée aiguë, déshydratation ou empoisonnement lent. Dans les quartiers comme Whitechapel, le taux de mortalité infantile atteint des sommets. Jusqu'à 1 enfant sur 2 meurt avant l'âge de 5 ans. Le docteur Charles Ballard, inspecteur de santé, écrit en 1867 «
Il n'est pas rare que l'enfant meure de la boisson que sa mère croit nourricière. Face à cela, l'allaitement maternel est recommandé, mais peu pratique dans les milieux ouvriers. Les mères travaillent dans les usines textiles, les blanchisseries, les manufactures et laissent leurs enfants à des nourrices improvisées, parfois âgées, parfois enfants elles-mêmes. On appelle cela les baby minders. Ces gardiennes, souvent sans qualification ni hygiène, gardent plusieurs nourrissons à la fois qu'elles calment en les enroulant dans des couvertures ou en leur donnant de l'eau sucrée, du thé ou même du gin dilué, croyant ainsi les endormir. Même dans les foyers aisés, les pratiques ne sont pas toujours exemplaires. Certaines nourrices sont réputées pour laver les nourrissons dans de l'eau de rose sans jamais changer les langes. D'autres enduisent les fesses de poudre d'amidon, provoquant des inflammations. Le docteur William Cadogan, dès la fin du XVIIIe siècle, avait déjà dénoncé l'abus de langes trop serrées, d'emmaillotements prolongés et d'un excès de chaleur qui empêche l'enfant de respirer librement. Mais au XIXe siècle, malgré quelques avancées médicales, les mentalités restent très lentes à évoluer. Les enfants qui survivent à la petite enfance doivent ensuite affronter l'école ou le travail, dans des vêtements rarement lavés, avec des chaussures trouées et parfois infestées de parasites. L'inspection médicale des écoles, instaurée tardivement, découvre des épidémies entières de teigne, de gale ou de typhus liées à l'hygiène déplorable. On tente alors d'imposer des bains collectifs dans certaines écoles publiques à partir des années 1870. Mais ces mesures restent locales, insuffisantes et souvent repoussées par les familles qui craignent l'eau froide ou l'exposition à d'autres maladies. Dans la littérature populaire, des récits évoquent ces enfants plongés dans la crasse. Dans Oliver Twist, Charles Dickens décrit les orphelins mal nourris, sales, lavés à l'eau glacée dans des bassines de fortune. Dans The Water Babies, roman allégorique d'éducation morale, un petit ramoneur découvre le monde merveilleux de la pureté après être tombé dans une rivière, comme si l'eau, absente du quotidien des enfants victoriens, devenait dans la fiction le seul espoir de rédemption. Avant que Londres ne sente le savon, elle sentait l'urine, les excréments et le purin. Dans la première moitié du XIXe siècle, les toilettes modernes sont rares. Les maisons, surtout dans les quartiers populaires, n'ont pas d'installation sanitaire. À la place, chaque famille utilise un pot de chambre, souvent caché sous le lit, parfois partagé entre plusieurs personnes. Le matin venu, il faut le vider, et cela se fait par la fenêtre. Le célèbre cri « Gardez-l'eau », autrement dit « Gare à l'eau », servait à prévenir les passants d'un jet de déjection venu d'en haut. Un cri d'alerte qui était en fait une déformation de l'expression française, issue de l'époque où le français avait une forte influence sur l'aristocratie anglaise. Quoi qu'il en soit, les rues deviennent de véritables rivières d'immondices. À chaque averse, l'eau ruisse et entraîne avec elle les déchets humains, les détritus ménagers, les cadavres d'animaux et toutes les pollutions d'une capitale en croissance explosive. L'odeur est telle que les mouchoirs parfumés deviennent des accessoires indispensables pour la bourgeoisie. À cette époque, un rapport de police mentionne que l'air des ruelles de Whitechapel est si infect qu'il semble mordre les narines comme de l'ammoniac. C'est un monde où l'on s'habitue à vivre dans la puanteur. En 1851, à l'occasion de la grande exposition à Hyde Park, un objet suscite la curiosité des visiteurs, le water closet, ou toilette à chasse d'eau. Ce dispositif existe depuis le XVIIIe siècle, mais il reste marginal, surtout à cause de l'absence d'un réseau d'évacuation efficace. Les plus riches commencent à en faire installer dans leur maison, parfois dans une pièce dédiée, mais souvent dans des cabinets de bois élégamment décorés, loin des pièces de vie. On y installe parfois un pot de fleurs pour masquer l'odeur. Pour la majorité des Londoniens, l'évolution est plus lente. Dans les quartiers ouvriers, les latrines sont extérieures, souvent au fond d'une cour et partagées entre plusieurs familles. Les fosses septiques débordent. En hiver, le sol gelé rend les accès difficiles. En été, les insectes y prolifèrent. Dans certains immeubles, un seul WC en pierre sert à 20 voire 30 locataires. L'odeur, elle, monte par les étages. Les excréments, quant à eux, ne disparaissent pas par magie. Chaque nuit, des hommes vêtus de vestes de toile et de bottes épaisses parcourent les rues. Ce sont les fameux Night Soulmen, des sortes de vidangeurs. Leur tâche consiste à vider à la main les fosses pleines d'excréments, à charger les seaux dans des charrettes tirées par des chevaux et à les emmener vers les décharges en périphérie. Le travail est pénible, mal payé, mais absolument indispensable. Sans eux, les caves se remplissent de déchets humains, attirent les mouches, les rats et les épidémies.
Parallèlement, l'urine, loin d'être simplement un rebut, est utilisée dans l'industrie. Dans les tanneries, on l'emploie pour traiter et assouplir les peaux animales. Elle remplace l'ammoniac et permet de décoller les poils. À Londres, comme à Manchester, certains foyers conservent donc leur urine dans des pots spécifiques qu'ils vendent aux artisans du cuir. Des enfants sont envoyés par leurs parents livrer leur récolte quotidienne, une ressource corporelle monétisée. Mais tout bascule en 1858, l'année du Great Stink, la grande puanteur. L'été est caniculaire, le niveau de la Tamise baisse et révèle des rives noircies par les eaux usées, les débris industriels et les déchets humains. Les eaux sont visqueuses, grises, parfois effervescentes. Le Parlement situé sur les berges du fleuve devient irrespirable. Les députés fuient les séances. Des rideaux trempés dans du chlorure de chaux sont suspendus aux fenêtres de Westminster pour masquer l'odeur. Le Times titre alors « La pestilence dans la capitale ». L'homme providentiel s'appelle Joseph Bazalgette. Ingénieur civil, il propose un vaste réseau d'égouts souterrains en briques, long de plus de 1300 km. Son projet est titanesque. Canalisation principale le long des berges, égouts secondaires dans les rues, stations de pompage et tunnels traversant la ville. Pendant des années, des milliers d'ouvriers percent la terre de Londres, certains y laissent la vie, d'autres tombent malades au contact des gaz stagnants. Mais en 1875, l'essentiel du travail est terminé. C'est une prouesse technique, une œuvre d'ingénierie saluée dans toute l'Europe. Pourtant, les débuts ne sont pas parfaits. Les premiers égouts ne filtrent rien. Ils rejettent simplement les déchets en aval de la Tamise. On n'a pas résolu le problème, on l'a juste déplacé. L'eau reste polluée, la pêche interdite et les baignades mortelles. Et les égouts, fraîchement construits, deviennent le royaume des rats. On rapporte des cas d'enfants mordus dans leur sommeil, de chats disparus et de chiens dévorés. À Bethnal Green, un journal évoque des cris dans la nuit venant d'un tuyau. On fait installer des grilles métalliques sur certaines bouches d'égout pour empêcher les rats de remonter. Mais dans les grandes villes, un autre défi se pose. Où faire ses besoins quand on vit dans la rue, qu'on travaille toute la journée ou qu'on est une femme sans logement? C'est ainsi qu'émergent lentement les premières toilettes publiques modernes. À Londres, les toutes premières Public Conveniences pour hommes sont ouvertes en 1851 lors de la grande exposition de Hyde Park. Pour un penny, on peut y accéder, ce qui donnera l'expression bien connue de « spending a penny » pour désigner le besoin d'uriner. Mais les femmes, elles, restent exclues. La société victorienne considère qu'une dame respectable n'a pas à avoir de besoins pressants hors de chez elle. L'absence de sanitaire féminin devient un outil de contrôle social. Cela limite les déplacements, la liberté et le travail en extérieur. Il faut attendre la toute fin du siècle pour voir les premiers équipements féminins apparaître timidement à Londres ou à Manchester, sous la pression des mouvements hygiénistes. Face à l'urgence sanitaire, des lois commencent à être votées. En 1848, le Public Health Act, poussé par le médecin Edwin Chadwick, permet aux villes d'intervenir en matière d'hygiène publique, d'approvisionnement en eau potable et d'évacuation des déchets. Ce texte pionnier pose les bases d'une politique de santé publique moderne, mais sa mise en œuvre est lente, car laissée à l'appréciation des municipalités. Ce n'est qu'en 1875, avec le Public Health Act révisé, que les choses changent vraiment. Toutes les communes anglaises sont désormais obligées de gérer l'approvisionnement en eau, la collecte des ordures, la construction de latrines et l'assainissement général. C'est une révolution lente mais décisive qui sauvera des milliers de vies en réduisant les épidémies de choléra, de typhus ou bien de dysenterie. Pendant une grande partie de l'époque victorienne, les hôpitaux sont des lieux de souffrance bien plus que de guérison. Les médecins opèrent sans gants, sans masque et surtout sans se laver les mains. Jusqu'aux années 1860, personne ne connaît encore le rôle des microbes. Le sang séché sur la blouse du chirurgien est vu comme un insigne d'honneur, la preuve d'une longue expérience. Plus un médecin est taché, plus on le considère compétent. Les interventions chirurgicales se font à vif, sans anesthésie au début de la période. Le chloroforme et l'éther commencent à apparaître dans les années 1840, mais restent rares en pratique, car jugés dangereux, surtout pour les femmes et les enfants. L'opération est une épreuve de force. Il faut tenir le patient immobile, parfois à plusieurs, pendant qu'on scie, coupe ou incise en quelques minutes à peine. La rapidité est une qualité recherchée. Un chirurgien qui met plus de 2 minutes pour une amputation est mal vu.
Dans les amphithéâtres médicaux de Londres, le public paie parfois son entrée pour assister à ces démonstrations sanglantes. Des gradins entourent la salle d'opération et des étudiants, journalistes ou curieux viennent observer l'habileté des chirurgiens. L'odeur est insupportable, mais l'excitation est réelle. L'infection est partout. Les instruments mal nettoyés passent d'un corps à l'autre. Les pansements sont réutilisés. On pense encore que les miasmes, c'est-à-dire les mauvaises odeurs, sont responsables des maladies. Alors on aère, on parfume, mais on ne désinfecte pas. Le taux de mortalité post-opératoire dépasse souvent les 50%. Dans certains hôpitaux de charité, il est plus sûr de mourir chez soi que d'y être opéré. Un tournant s'amorce en 1867, lorsqu'un chirurgien écossais nommé Joseph Lister s'inspire des travaux de Pasteur sur les germes invisibles. Il propose un protocole révolutionnaire: pulvériser de l'acide phénique, en l'occurrence un antiseptique puissant, dans les salles d'opération et stériliser les instruments et les pansements. Les résultats sont immédiats. La gangrène recule, les plaies cicatrisent mieux. Mais les débuts sont difficiles. L'acide phénique irrite la peau et les voies respiratoires, et beaucoup de confrères rejettent ces idées, les jugeant excessives ou inutiles. Pendant ce temps, d'autres voix prêchent dans le désert. Le médecin hongrois Ignaz Semmelweis, par exemple, a montré dès les années 1840 qu'un simple lavage des mains au chlorure de chaux pouvait réduire la fièvre puerpérale chez les femmes en couche. Mais ces découvertes sont moquées et il meurt dans un asile ignoré par la médecine officielle. Il faut des décennies pour que le lavage des mains devienne une habitude dans les hôpitaux britanniques. Les vêtements des chirurgiens, eux, ne sont jamais lavés entre deux opérations. L'idée d'une blouse blanche immaculée est encore très lointaine. Les praticiens arborent des habits de laine foncée, maculés de sang et de pus comme des trophées. L'odeur âcre, persistante, devient le marqueur d'un bon service hospitalier. Plus ça pue, plus on pense que le lieu est actif et qu'on y soigne intensément. Les erreurs médicales sont courantes, les anesthésies ratées, les membres amputés par erreur, les trépanations sans issue et les accouchements infectés. Tout cela fait partie du quotidien. Les pauvres n'ont souvent accès qu'aux hospices ou aux hôpitaux publics où règne la promiscuité, les cris et les mouches. Dans les workhouses, ces hôpitaux destinés aux indigents, les soins sont sommaires. Une simple grippe peut y devenir mortelle. Les chirurgiens les plus célèbres de l'époque sont parfois de véritables stars, acclamés pour leur rapidité ou leur audace. Mais leur réputation repose sur des exploits sanglants plus que sur une réelle compétence hygiénique. Il faudra attendre la toute fin du siècle pour qu'on impose des normes de désinfection, de stérilisation et d'anesthésie systématique. Florence Nightingale joue un rôle fondamental dans la transformation des pratiques hospitalières victoriennes. Issue d'une famille aisée, elle refuse les mariages convenus et les mondanités pour se consacrer à une mission qu'elle considère comme sacrée: soigner les malades. Formée à l'hygiène hospitalière en Allemagne, elle devient célèbre pendant la guerre de Crimée en 1854, lorsqu'elle est envoyée avec un groupe d'infirmières pour réorganiser les soins dans un hôpital militaire. Là, elle impose des gestes simples mais révolutionnaires pour l'époque, comme par exemple laver les draps, aérer les salles, désinfecter les ustensiles ou bien séparer les malades contagieux. Les résultats sont spectaculaires. La mortalité chute de plus de 40% à moins de 2%. Son travail est salué par la presse et la couronne. À son retour à Londres, Nightingale devient une référence nationale. Elle refuse les honneurs, mais accepte de fonder, grâce à une souscription publique, la première école laïque d'infirmières modernes au St. Thomas Hospital. Ces femmes, souvent issues des classes moyennes, reçoivent une formation rigoureuse, fondée sur l'hygiène, l'observation clinique, la discipline et l'humanité. Grâce à elles, l'infirmière cesse d'être une figure marginale ou méprisée pour devenir une professionnelle reconnue. Sa pensée influence toute la réforme hospitalière de la seconde moitié du XIXe siècle, bien au-delà du Royaume-Uni. Florence Nightingale ne fut pas seulement une infirmière modèle, elle fut aussi une pionnière de la réforme hospitalière à grande échelle. Elle introduisit l'usage rigoureux de la statistique pour démontrer l'impact de l'hygiène sur la mortalité, utilisant des diagrammes circulaires pour convaincre les autorités britanniques. Elle comprit que les chiffres pouvaient émouvoir plus que les mots. Grâce à elle, les conditions sanitaires dans les hôpitaux militaires furent repensées, puis dans les hôpitaux civils à travers l'Empire britannique. Elle publia aussi des manuels comme Notes on Nursing, véritable bible de la profession traduite dans plusieurs langues. À la fin de sa vie, bien que clouée au lit par la maladie, elle continua à conseiller les réformateurs du monde entier, recevant même la première médaille de l'Ordre du Mérite décernée à une femme.
À l'époque victorienne, l'une des plus grandes obsessions sanitaires n'était pas la saleté visible, mais l'odeur. Car dans l'esprit collectif de l'époque, la maladie se propageait par l'air corrompu, ce que l'on appelait les miasmes. Si ça sentait mauvais, eh bien c'était tout simplement dangereux. Cette croyance guida une bonne partie des politiques d'hygiène, des comportements individuels et même des goûts esthétiques. Dans les foyers bourgeois comme dans les hôpitaux, on ne cherche pas à tuer les germes, car on ignore encore leur existence, mais uniquement à faire disparaître les effluves suspectes. C'est ainsi que naît une véritable industrie du désodorisant. Le camphre est très en vogue. On le suspend dans les chambres, on l'infuse dans des boules de coton placées dans les armoires. Le chlore, à l'odeur âcre, est utilisé comme désinfectant dans les hôpitaux ou les écoles. On frotte aussi les planchers avec du goudron de pin, censé purifier l'air et éloigner la fièvre. Les femmes de la haute société portent toujours sur elles des mouchoirs imprégnés de parfum. Lorsqu'elles sortent, elles les portent discrètement au nez pour se protéger des odeurs de la rue. On croit alors que ce geste protège aussi contre les maladies. C'est l'ancêtre du masque sanitaire, en version poudrée à la rose ou à la lavande. Certains modèles de mouchoirs sont même fabriqués avec une double couche, et ce pour garder plus longtemps les huiles essentielles. Chez les riches, l'usage du parfum devient une arme de statut autant que d'hygiène. On se parfume abondamment, parfois au point de masquer toute autre odeur corporelle. Certaines dames utilisent jusqu'à 5 essences différentes au cours d'une même journée. L'eau de Cologne le matin, le musc ou l'ambre en soirée. Les flacons sont précieux, en cristal taillé, et font partie de l'ameublement des chambres. Dans les salons, on brûle des cônes de myrrhe ou de benjoin, et ce pour chasser les effluves. Les plus pauvres, eux, n'ont accès ni au camphre ni à l'eau de Cologne. Pour masquer les odeurs, certains utilisent de la suie, du charbon broyé et parfois des mélanges improvisés à base de vinaigre et de plantes du jardin. Mais le plus souvent, ils n'ont rien. Et dans les ruelles ouvrières, l'odeur est omniprésente. Celle du cuir tanné, des urinoirs publics, des latrines qui débordent, du linge moisi ou bien du poisson en décomposition. Une anecdote particulière révélatrice, au plus fort des épidémies de choléra, certains médecins recommandent aux familles de pratiquer l'aromathérapie. On brûle du romarin, du thym ou des agrumes dans les chambres des malades, non pas pour les soigner directement, mais pour purifier l'air. Les archives de certains hôpitaux londoniens rapportent même l'utilisation de vinaigre aromatique, une solution de vinaigre, de clous de girofle et de lavande que l'on appliquait sur des mouchoirs pour respirer plus sainement. Il arrive aussi que les passants se parfument le bout des moustaches ou de la barbe, et ce pour créer une barrière olfactive. Ce geste, hérité des traditions françaises du XVIIIe siècle, trouve une seconde vie dans l'Angleterre victorienne, une sorte de filtre mobile censé bloquer les vapeurs nauséabondes. Plus curieusement encore, certaines familles installent des pots de fleurs odorantes dans les salles de séjour et même dans les toilettes. Géranium, lavande, menthe poivrée. Non pour la décoration, mais parce qu'on croit sincèrement que ces senteurs éloignent les miasmes et donc la mort. Dans les écoles, on enseigne aux jeunes filles à préparer leur propre pot pourri, qu'elles placent dans de petits sacs de tissu portés sur elles. Et à l'approche des grandes chaleurs, certaines s'aspergent de vinaigre parfumé plusieurs fois par jour dans l'idée de neutraliser leur propre sueur. Dans les hôpitaux, les odeurs ne sont pas seulement tolérées, elles deviennent parfois un indicateur de compétence. Une salle qui sent fortement l'éther, la sueur et la putréfaction n'est pas perçue comme un problème, mais comme la preuve que l'on y soigne sans relâche. Les chirurgiens, fiers de leur endurance, affirment parfois qu'ils ne sentent plus rien ou qu'ils s'habituent à l'odeur de la chair ouverte et des bandages souillés. Et pour les visiteurs, un hôpital trop propre ou trop neutre peut même paraître suspect, comme s'il manquait d'activité. C'est donc dans un monde où la puanteur est à la fois crainte et acceptée, combattue dans les salons et tolérée dans les salles d'opération, que s'invente une nouvelle culture sanitaire, une culture qui, malgré ses erreurs, annonce les premières révolutions de la santé publique. Au cœur du XIXe siècle, quelque chose commence lentement à changer dans les mentalités. En 1848, la Grande-Bretagne adopte la première loi de santé publique, une avancée majeure dans l'histoire de l'hygiène. Jusque-là, la saleté faisait partie du quotidien. Désormais, on commence à soupçonner qu'elle pourrait être liée aux maladies. Cette loi encourage la création de comités sanitaires locaux, la collecte des déchets et surtout le drainage. L'État entre timidement dans les foyers avec une mission: nettoyer. Mais il faudra attendre les dernières décennies du siècle pour qu'une véritable pédagogie de la propreté s'installe. Dans les écoles publiques récemment ouvertes aux enfants des classes populaires, on apprend à se laver les mains, à brosser ses dents,
parfois pour la première fois de sa vie. Des manuels illustrés montrent comment se servir d'un savon, comment nettoyer ses ongles, comment éviter les poux. Ces instructions sont simples, parfois naïves, mais elles marquent un tournant. Dans les hôpitaux, dans les gares, dans les fabriques, on voit apparaître les premiers slogans sanitaires. Cleanliness is next to godliness. Se laver, c'est être civilisé, murmure l'époque à chaque coin de rue. On imprime des affiches colorées. Un enfant sale et triste devient joyeux après un bain. Des visites médicales scolaires sont mises en place à partir des années 1890 pour dépister la gale, les caries ou bien la malnutrition. La saleté, jusque-là tolérée ou ignorée, devient une ennemie. Et l'hygiène, un symbole d'ordre moral, de progrès et même de patriotisme. En 2 générations à peine, les mœurs basculent. L'idée de ne pas se laver devient honteuse. L'ère victorienne, qui a commencé dans la crasse et la résignation, se termine dans la mousse parfumée et l'espoir d'un corps propre, civilisé, enfin moderne. En 1901, la reine Victoria meurt. L'époque change, le savon devient courant. Le bain passe de luxe à nécessité, mais le 19e siècle laisse derrière lui une puanteur tenace et une révolution hygiénique en marche. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee ou à utiliser le bouton merci de YouTube. Dans tous les cas, merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.